Alors, l'intervention s'intitule « Activité, discussion et pragmatisme pour penser et concevoir le travail ». Je viens donc témoigner d'un dispositif qui a été mis en place, qui s'interroge sur le travail, les performances du travail, du point de vue de la gestion, et qui mobilise des regards sociologiques et des regards d'ergonomie, en complément du regard porté par la gestion. La question des réalités posée par la thématique du colloque d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé, et ça m'a évoqué au moins 4 éléments de réflexion que je voudrais partager avec vous. Premier élément, c'est comment définir les réalités à partir desquelles on va concevoir et penser le travail. Il me semble qu'il y a un effort à faire pour les définir, pour les qualifier, qu'elles ne se donnent pas comme ça, spontanément, à qui veut les saisir. Donc ça suppose un effort de conceptualisation et, de mon point de vue, saisir les réalités qui vont permettre de penser le travail suppose un détour par des concepts, de façon à pouvoir donner un sens à ces réalités auxquelles on cherche à accéder. Deuxièmement, comment y accéder d'un point de vue méthodologique? Et là, ça suppose des dispositifs et des méthodes de recherche particulières, et je présenterai la chaire comme étant un dispositif en tant que tel qui permet l'accès à ces réalités et ensuite de se maintenir dans le temps en contact de ces réalités qui peuvent évoluer. Donc la chaire a été créée en 2012, elle a eu une première période jusqu'en 2017, elle vient d'être conduite jusqu'en 2022. Donc ça nous laisse 10 ans de programme de recherche, on peut dérouler, on peut approfondir, on peut diversifier les questions que l'on se pose, mais parce que justement il y a ce dispositif stabilisateur de la présence des chercheurs sur des terrains. Le troisième questionnement est pour quel type de résultat? C'est-à-dire qu'est-ce que l'on produit lorsque l'on va observer l'activité en vue de concevoir et penser le travail. Donc là, je présenterai un certain nombre de résultats qui prennent la forme, dans le cas d'espèce de la chaire, de principes de fiabilisation. Et puis, un quatrième point qui est celui des limites du dispositif. Qu'est-ce que ce type de dispositif, chaire, ne permet pas de faire ou rend difficile? Alors, je vais commencer par un premier point, c'est présenter très rapidement le dispositif chaire réseau. Alors, cette chaire fédère aujourd'hui des partenaires autour d'une question qui porte sur la sûreté des installations à risque, en particulier dans le domaine du nucléaire. Donc les acteurs que j'ai cités appartiennent tous au domaine du nucléaire, Orano, DCNS devenu Naval Group. Là, on regarde les chantiers de fabrication des sous-marins à propulsion nucléaire à Cherbourg. Et puis, on regarde également ce qui se passe maintenant à l'Andra, qui a rejoint la chaire cette année, dans le stockage, les centres de stockage de l'Aube, et peut-être aussi du projet CIGEO. À côté de ces 3 acteurs industriels, on a un centre d'expertise, l'IRSN, qui est le centre d'expertise qui est très souvent mobilisé par l'autorité de sûreté nucléaire pour évaluer les pratiques et les organisations dans le domaine de la sûreté nucléaire. Alors, l'enjeu, ce pourquoi la chaire a été créée, est assez simple. Il y a dans le domaine des facteurs humains et organisationnels de la sûreté des éléments peu connus ou mal maîtrisés tant par les exploitants que par l'autorité de sûreté nucléaire et son appui technique, l'IRSN. Et la question est de trouver un moyen de produire des connaissances sur ces éléments mal connus de façon à se mettre d'accord sur les façons d'évaluer les pratiques, les manières de travailler, les organisations, etc., en cours chez les exploitants nucléaires. Donc l'idée est de fédérer des institutions qui partagent tout un constat qui est on n'a pas suffisamment de connaissances solides
pour se juger mutuellement, et en tout cas pour que l'ASN porte un jugement fondé et surtout accepté, jugé comme légitime par les exploitants, et que les exploitants aient aussi des connaissances qui leur permettent d'avoir des points de repère, des guides, qui leur facilitent la progression dans les domaines humains et organisationnels de la sûreté. Voilà, donc ça c'est je dirais le point de départ, ce qui a justifié que ces personnes se rassemblent et se disent on va, à travers un acteur entre guillemets neutre. Cet acteur neutre, c'est en l'occurrence une école d'ingénieurs, c'est l'école des mines de Nantes, mais qui aujourd'hui est devenue IMT Atlantique, appuyée sur un laboratoire universitaire, le LEMNA, laboratoire d'économie et de management de Nantes, auquel j'appartiens, et qui vont constituer ce lieu un peu neutre dans lequel on va créer des connaissances et les mettre en discussion en même temps. Donc on produit des connaissances et en même temps on les met en discussion entre, on va dire, la sphère du contrôle et la sphère des contrôlés. Voilà, donc l'enjeu était là et c'est ce qui justifie l'existence aujourd'hui de ce dispositif. Alors, la question qui a été posée n'est pas une question très générique qui consisterait à dire quelles sont les contributions des facteurs organisationnels et humains à la sûreté nucléaire. La question a été formulée collectivement avec les acteurs sur l'idée qu'il y avait une tension qui monte aujourd'hui dans le domaine de la sûreté des industries à risque, qui est la tension entre les impératifs économiques et industriels d'un côté et l'impératif de sûreté de l'autre. Et que clairement, cette tension aujourd'hui mérite de s'y pencher, de construire des connaissances sur les formes qu'elle revêt, sur la façon dont les acteurs ont conscience de l'existence de cette tension entre enjeux économiques, pour faire simple, et sûreté, sécurité de l'autre, et puis comment est-ce qu'aujourd'hui ils s'organisent pour gérer cette tension. Quelles sont les modalités de gestion? Donc c'est d'abord, quelles sont les formes? Les gens ont-ils conscience de ces formes? Et comment est-ce que ces formes de tension sont prises en charge organisationnellement et dans le travail quotidien, dans l'activité quotidienne? Donc on a proposé un concept simple qui est une performance industrielle sûre, c'est-à-dire comment concevoir la sûreté et la performance industrielle ensemble et non pas de façon séparée. Donc ça, c'est l'enjeu théorique qui est derrière, avec 4 thématiques qui ont été déclinées. Une première thématique qui porte sur la gestion des projets complexes. L'idée est que la sûreté se construit ou se dégrade dans les relations entre organisations autant que dans les pratiques internes à une organisation. Donc il y a des enjeux interorganisationnels qui sont très forts, entre donneurs d'ordre et prestataires, qu'on peut appeler parfois sous-traitants ou co-traitants. Et c'est dans les projets complexes que l'on va retrouver donneurs d'ordre et prestataires au contact, à piloter une activité qui engage la sûreté tout autant que la performance industrielle. Donc la gestion des projets complexes est apparue comme étant une thématique clé pour comprendre la façon dont se produit ou se dégrade la sûreté à plusieurs organisations. Deuxième thématique, la relation de sous-traitance. Donc prendre la sous-traitance comme une relation et en entrant dans la relation par l'idée que c'est une configuration au sens sociologique du terme, donc là on mobilise la sociologie, configuration qui se définit d'abord par des mises en tension. Donc la relation donneur d'ordre prestataire est d'abord une relation de mise en tension et il s'agit d'analyser les différentes tensions qui traversent cette relation. Et là, la même chose en déclinant, les acteurs ont-ils conscience de ces tensions? Comment les nomment-ils et quel type de dispositifs ont-ils mis en place pour les gérer? La troisième thématique est la même, mais porte sur l'aspect véritablement contractualisation. La première porte sur le travailler ensemble. Comment travaille-t-on ensemble? Comment faire équipe dans une relation de donneur d'ordre et sous-traitant lorsque le droit du travail s'y oppose formellement et où le délit d'ingérence
et le délit de marchandage font que le donneur d'ordre ne peut pas aller prescrire le travail lui-même, il ne peut qu'avoir une relation justement contractuelle. Donc, malgré ça, on voit bien que sur le terrain, on a des phénomènes de travailler ensemble, d'équipes, de collectifs qui ressortent, et on voit que la logique de métier peut être plus forte parfois que la logique d'organisation, et que les vraies fractures ne sont pas toujours entre donneurs d'ordre et sous-traitants, mais plutôt entre les différents métiers, ou entre des opérationnels et les lignes managériales. Donc la troisième thématique, pardon, parce que j'ai redéveloppé, la première, c'est celle qui porte sur l'aspect justement contractuel. La relation donneur d'ordre sous-traitant sous aspect contractuel. Mais sous aspect contractuel en regardant comment, dans l'activité des gens, le contrat est mobilisé, le contrat est facilitant ou au contraire empêche la réalisation d'un travail bien fait, en commun, etc. Et pour ça, il s'agit de regarder comment le contrat parle de l'activité ou n'en parle pas. Il s'agit également de comprendre l'activité de ceux qui produisent les contrats, donc les services achats. Donc on va les regarder, les pratiques des acheteurs, et on va regarder comment les acheteurs se représentent l'activité sur lesquels portent les contrats, et y a-t-il des espaces, à nouveau, de débat, de discussion, de confrontation entre une logique d'achat et de prestation et une logique de réalisation de l'activité sur le terrain. On voit que souvent, on peut avoir deux processus parfaitement parallèles qui se pensent indépendamment, mais évidemment, toujours la logique de l'activité sur le terrain fait que ces deux logiques finiront par se rencontrer. Donc, soit elles se rencontreront de façon conflictuelle parce qu'elles n'ont pas été pensées l'une en fonction de l'autre, et donc la relation se caractérise par du conflit, soit elles ont été pensées, on essaye d'organiser par avance cette interaction, et dans l'activité, la confrontation se fera sur un mode de tension, mais pas de conflit. Et donc l'idée, c'est de maintenir les tensions sans qu'elles soient pour autant, on va dire, sous une forme exacerbée de conflit. La dernière thématique, thématique numéro 4, porte sur les relations contrôleur-contrôlé, avec en particulier le travail de démonstration de sûreté. Et la question qui se pose est à peu près la même que sur les contrats, c'est-à-dire comment est-ce qu'un exploitant arrive à faire par avance la démonstration vis-à-vis d'une autorité de sûreté que l'activité a été prise en considération dans son texte de démonstration. C'est-à-dire comment être sûr qu'un texte renvoie à une activité, ou n'y renvoie pas. Et là, ça suppose un détour méthodologique de bien comprendre l'activité elle-même pour ensuite voir ce qui n'est pas dans les textes, en particulier les textes de démonstration de sûreté qui s'échangent entre l'exploitant et le contrôleur. Voilà, donc ça, ce sont les caractéristiques, je dirais, des questions de recherche qui sont posées. Alors, maintenant, pour se saisir de tout ça, la démarche de la chaire est clairement une entrée par l'activité. Donc on est vraiment dans une démarche qui est proche de celle des ergonomes et qui consiste à concevoir l'activité comme étant le lieu ou le processus par lequel le travail se réalise, mais aussi dans lequel l'organisation se produit. Donc, ici, il y a l'idée que la théorie d'organisation fait une proposition qui est de dire il est moins intéressant de regarder les organisations que les processus organisants. Ça s'appelle l'organizing. Et ces processus organisants, ce sont les prises de décision au quotidien, c'est l'activité telle qu'elle se fait et la manière dont les personnes interagissent les unes avec les autres dans leur travail. Le point de départ de ça, c'est de dire que ça produit de l'organisation, ça tord, ça déforme l'organisation. Il y a derrière, effectivement, un travail d'organisation des personnes dans leur activité, mais ce travail d'organisation n'est pas qu'un travail ponctuel qui ne laisse pas de traces, c'est aussi un travail qui produit des collectifs, une organisation particulière. Lorsque les individus font appel à d'autres individus qui ne sont pas le collectif de travail formel, à ce moment-là, on peut considérer que le collectif de travail a été reconfiguré
pour la situation et que l'organisation s'est déformée pour les besoins de l'enquête réalisée dans le cadre de l'activité par les personnes qui travaillent, les personnes qui sont sur un projet, les personnes qui sont sur le chantier de fabrication de tel ou tel sous-marin ou dans des activités de maintenance. Donc, on rentre par l'activité en ce qu'elle est elle-même le révélateur du travail, mais aussi producteur d'organisation. Le point qui nous intéresse dans l'activité, c'est à nouveau cette mise en tension. La mise en tension à plusieurs niveaux. Tension entre la prescription formelle et le travail réel, entre le donneur d'ordre et le prestataire, entre la logique managériale ou la logique projet et la logique des métiers, avec clairement des conflits qui apparaissent entre ces différents pôles des organisations. Deuxième concept qui nous semble important, c'est la mise en discussion de l'activité. Et là, il y a cette idée que la mise en discussion de l'activité constitue un acte réflexif. Il y a de la réflexivité, on réfléchit à ce que l'on fait lorsque l'on discute du travail. Et là, il y a un pan en théorie d'organisation qui s'appelle les organisations à haute fiabilité, HRO, dont on va dire le cœur théorique consiste à dire les HRO sont des organisations réflexives, avant tout. Et cette réflexivité des organisations, c'est non seulement les processus cognitifs, mais c'est aussi l'ensemble des textes qui sont produits par l'organisation. Et là, il y a en théorie d'organisation à nouveau des théories intéressantes qui considèrent les outils de gestion, qui considèrent les organisations comme productrices de textes qui s'échangent, un texte étant une solution, c'est la cristallisation d'une solution qui a émergé dans l'activité, qui était locale et temporaire, qui est inscrite dans quelque chose qu'on appelle un texte, qui ensuite circule, qui est stabilisé, qui circule, qui est discuté, qui est mis justement au regard critique des autres, à l'évaluation, au jugement des autres. Donc là, ce sont les concepts qui nous permettent de se saisir du travail, de la conception du travail à travers l'activité. Donc l'activité comme accès au travail, l'activité comme productrice d'organisation, l'activité comme mise en discussion des pratiques des acteurs. Et un dernier concept me paraît important, c'est celui de pragmatisme. Alors ça peut vous paraître tout à fait évident comme réflexion, mais en théorie d'organisation, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le practice turn, c'est-à-dire le courant, un tournant de la pratique. Et parmi les soubassements théoriques forts, il y a l'approche pragmatiste. Alors, dans les domaines de la gestion, les personnes qui portent le plus ça, ce sont Philippe Lorineau, par exemple, en contrôle de gestion, qui travaille énormément sur le pragmatisme. Mais le pragmatisme fournit, l'avantage c'est qu'il fournit une architecture conceptuelle et méthodologique, et même certains diraient aussi épistémologique, pour se saisir de ce que je viens de décrire, l'activité, la construction de l'organisation, etc., à travers l'enchaînement de quelques concepts clés de la philosophie pragmatiste, le concept de situation, qui est toujours problématique, et quelqu'un disait tout à l'heure, travailler, c'est quand tout à coup on essaye de faire tenir ensemble des choses qui ne tiennent pas ensemble. C'est exactement la définition de la situation problématique par John Dewey. C'est l'expérience, c'est-à-dire que le réel se vit à travers l'expérience, il est expériencé, donc par le corps, par l'esprit, par les sensations, etc. Donc c'est cette notion de globalité et d'un problème global qui ne fait pas sens, et il faut faire tout un travail d'enquête pour reconstruire le sens de ce qui se passe et arriver à avoir prise sur la situation. Et donc de transformer une situation problématique en un problème susceptible de recevoir une solution. Mais dans la philosophie de Dewey, problème et solution boucle en permanence, il n'y a pas une séquence linéaire, j'ai un problème qui appelle une solution, tout est en permanence en train de boucler. Voilà pour la partie conceptuelle. Sur les aspects méthodologiques, je vais faire très très court sur la suite, rassurez-vous. Alors, en quoi consiste concrètement le dispositif méthodologique de l'HR? C'est d'observation. D'abord, c'est aller sur le terrain pour observer. Alors, beaucoup moins outillé que vous.
On fait très peu de capture d'images par de la vidéo. En revanche, c'est de l'observation directe sur le terrain avec des restitutions régulières qui sont faites aux personnes que l'on voit. Ce sont des enquêtes par des entretiens qui sont réalisés avec les personnes pour verbaliser un certain nombre de choses qu'on aurait plus de mal à saisir uniquement par l'observation directe. Mais je dirais, au-delà de ces méthodes classiques d'observation, nous sommes rentrés avec une démarche particulière qui fait la part belle aux objets. Et tout à l'heure, il a été question ce matin des objets intermédiaires. Et justement, notre véhicule pour rentrer dans la pratique, dans les pratiques et dans les organisations, ce sont les objets intermédiaires. Alors, on en a retenu 3, principalement. Il y a les plannings, mais les plannings avec le processus de planification derrière, évidemment, et tout ce que ça engage. Les contrats entre donneurs d'ordre et prestataires. Donc, on va pister les contrats, on va regarder comment ils sont créés, comment ils sont gérés. On dit qu'il y a un cycle de vie du contrat. Le contrat, c'est quelque chose qui naît, qui vit, qui évolue et puis qui meurt aussi. On arrête les contrats, on coupe la relation contractuelle au bout d'un certain temps, etc. Et puis, il y a les démonstrations de sûreté, voilà, qui portaient sur des activités qui étaient celles de la manutention de charges lourdes dans une industrie nucléaire. Alors, l'avantage de l'entrée par les objets, ces objets intermédiaires, c'est d'abord que ça permet de reconstruire le réseau des acteurs par rapport à un objet qui a une fonction. Tu peux en avoir plusieurs d'ailleurs, parce que cet objet, si c'est un objet frontière, ça va permettre vraiment de travailler la dispersion du travail, la dispersion de l'activité, qui est un vrai challenge quand on regarde l'activité. Lorsque l'activité est répartie en plein de lieux différents, en plein de personnes, d'acteurs différents, eh bien, ces objets sont des très bons moyens d'entrée pour reconstruire cet ensemble, ce système d'activité. Ensuite, ça permet de dépolitiser l'entrée, c'est-à-dire on a remarqué que quand on s'intéresse à des objets, évidemment, l'objet va être le moyen de dérouler toute l'organisation et de rentrer en profondeur dans l'activité, mais c'est plus facile de négocier une entrée par les objets sur un terrain, c'est moins politiquement connoté que d'entrer sur d'emblée, on va juger vos pratiques managériales, on va juger votre façon de travailler, etc. etc. On va dire, on va regarder ce que le planning produit, comment il vit, comment il est utilisé, pas utilisé par les uns les autres, etc. etc. Voilà. Alors, l'HR est d'abord un dispositif partenarial qui se fait avec ces différents acteurs. C'est un dispositif qui met en jeu des discussions interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'entre gestion, ergonomie et sociologie, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et donc forcément, déjà entre nous, des discussions se font, des tensions sont là, et justement, nous avons des espaces pour gérer les tensions entre nos disciplines. Et en particulier, on a mis en place un conseil scientifique de la chaire, dans lequel on trouve François Danielou, Pierre Fournier, qui est sociologue et qui a écrit un livre sur travailler dans le nucléaire, Hervé Laroche, qui est spécialiste de gestion et qui travaille beaucoup sur les prises de décision, et puis Philippe Lorino. Et donc, ces 4 experts académiques nous aident. Ils jugent nos travaux, mais ils nous aident aussi à gérer nos tensions entre le point de vue de l'ergonome, le point de vue sociologue, le point de vue du gestionnaire, entre guillemets, sur cette performance industrielle sûre à produire à plusieurs. Alors, juste un point sur le type de production que cela occasionne. C'est évidemment des produits académiques, mais ce qu'attendent nos partenaires, c'est beaucoup des produits de recherche intermédiaires. C'est-à-dire ce sont des rapports de recherche qui n'ont pas vocation à sortir du périmètre des partenaires. La confidentialité est essentielle pour pouvoir discuter. Et donc là, il n'y a pas de mise, je dirais, en transparence de tous les résultats. Par contre, il y a partage des résultats. Et ce partage des résultats se fait dans des comités opérationnels de la chaire, dans lesquels on retrouve les différents partenaires qui discutent des éléments que l'on fait remonter du terrain. Et on a un COP au niveau national, puis on a COP local, c'est-à-dire sur le terrain,
Areva La Hague, sur le terrain Naval Group Cherbourg, etc., etc. Donc on a plusieurs niveaux de mise en discussion des produits de la recherche. Donc l'idée ici est de dire que on produit des connaissances, on produit des dynamiques d'appropriation des connaissances par mise en discussion, et ensuite on cherche à diffuser ces connaissances d'un point de vue académique. Donc c'est ces différents niveaux qui sont gérés au sein de la chaire pour pouvoir progresser collectivement sur la question très difficile à attraper de l'activité qui doit combiner enjeux économiques avec enjeux de sûreté dans l'industrie nucléaire. Les limites de ce dispositif, c'est que c'est très consommateur de temps, de beaucoup d'énergie. Alors, les acteurs nous donnent les moyens. On a un budget d'1 500 000 € tous les 5 ans, donc ça fait 3 millions d'euros sur les 10 ans. Alors, ce n'est pas énorme sur 10 ans, on va dire, hein, mais ça permet de constituer une équipe. On a une équipe aujourd'hui qui est de 7 chercheurs qui travaillent à ça, et ces chercheurs doivent consacrer beaucoup de temps à produire des documents qui ne seront pas nécessairement directement des publications. Donc pour les chercheurs, on consomme beaucoup de temps, et pour autant, dans un monde où on est beaucoup jugé sur combien de publications dans les revues scientifiques, eh bien on est parfois mis en difficulté, parce que le ratio entre temps passé en recherche et nombre de publications académiques n'est pas toujours très favorable. Par ailleurs, dernier point, parmi les limites de ce dispositif, c'est si on a 10 ans de programme de recherche, les chercheurs changent, ils évoluent, parce qu'ils ont... moi, je n'ai pas la possibilité d'embaucher des chercheurs sur contrat CDI complètement. Donc on a du CDI, mais on a aussi du CDD. Et que ça nous fait des équipes qui sont amenées à être renouvelées sur des périodes de 3-4 ans. Et il est très difficile de remplacer un chercheur par un autre chercheur sur un programme qui a été défini. C'est-à-dire que le suivant ne rentre pas dans les chaussures du précédent. Et donc, il y a beaucoup de retravail à faire. C'est extrêmement consommateur de temps, et on n'est pas sûr d'avoir cette continuité, toujours, de la méthode, de la question, et même de la sensibilité du chercheur. Alors, à la fois, c'est un bien, mais c'est quand même une très grosse complication dans ce type de dispositif. Merci pour votre attention.